Chers auditeurs, bonjour et bienvenue au 24e épisode du balado L'état du monde en ma compagnie Jocelyn Coulon. Jocelyn, ça va bien? Très bien, très bien. Ouais, Et toi? ça va super bien. Comme tu vois, il y a un beau soleil ici à Astana. Les températures Ah commencent oui, à se réchauffer. Il ne fait que -8 aujourd'hui. Fait qu'on, lentement mais sûrement, ça commence à sentir le printemps. Fait que OK. c'est encourageant. Moi, je suis à Paris, il fait soleil, il fait à peu près 4 ou 5 degrés. Alors, j'espère que ça va durer. Bon, on te le souhaite. C'est ce qui explique aussi, je pense, des gens ont commenté sur l'éclairage. Donc, tu n'es pas dans ton endroit habituel Non, à à Pau. Pau. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle Jocelyn a le teint un peu orange. Oui, C'est pas en hommage à à Trump. Donald. Non, non. Bon, écoute, Jocelyn, qu'est-ce qui se passe sur la planète? Dis-nous, c'est quoi Ben, les dernières grandes nouvelles qui méritent d'être discutées? écoute, on tourne toujours autour de la crise ukrainienne parce que elle implique tellement de pays et tellement de grandes puissances qu'elle est incontournable. Alors, il se passe des crises, bien sûr, en Afrique en particulier, au Moyen-Orient, avec la question de la Palestine, mais ce qui focalise l'attention des chancelleries internationales, comme on dit dans le langage diplomatique, c'est vraiment le jeu de ping-pong entre Washington, Moscou, les Européens et les Ukrainiens. Donc, aujourd'hui, j'ai deux sujets là-dessus. D'abord, le revirement spectaculaire des États-Unis votant avec la Russie contre l'Ukraine aux Nations Unies. Et ensuite, je parlerai de la visite ou des visites de Macron et de Stammer, le premier ministre britannique, à Washington pour savoir si ils ont obtenu quelque chose. Donc, pour les votes, et je dis ça à nos auditeurs et téléspectateurs, j'ai publié vendredi le 28 février dans Le Devoir une analyse sur l'effritement rapide de la solidarité envers l'Ukraine. Pourquoi je dis effritement rapide? Parce que si vous le comparez, ou si vous la comparez, cette solidarité avec les Palestiniens, vous voyez qu'il y a un fossé. Chaque année, lorsqu'on adopte des résolutions en faveur de la Palestine ou des Palestiniens, ces résolutions obtiennent entre 175 et 185, parfois 190 voix en faveur. La dernière fois que les Ukrainiens ont obtenu un bon score, c'est il y a 2 ans à peu près, 3 ans même, où la résolution avait obtenu, la résolution demandant le départ des Russes et condamnant l'invasion avait obtenu 141 voix pour, mais il y avait quand même 52 pays qui avaient voté soit contre, qui s'étaient abstenus ou qui n'étaient pas dans Présent. la salle pour voter, ce qui est une façon, évidemment, d'envoyer un message aussi. Et on a vu avec les années l'effritement de la solidarité. Par exemple, il y a eu des résolutions sur les compensations financières qui ont obtenu à peu près euh, 90 voix. D'autres en obtenaient 78. Alors, on voyait que la cause ukrainienne perdait de son attrait à tel point que l'année dernière, donc en 2024, pour le deuxième anniversaire, l'Ukraine voulait présenter donc la traditionnelle résolution et les alliés des Ukrainiens leur ont dit, allez pas à l'Assemblée générale, vous allez obtenir à peine 110, peut-être même 100 voix sur 193, ce qui serait évidemment un échec. Bon, il y aurait une majorité qui condamnerait, mais par rapport aux 141 voix qu'ils avaient obtenues en 2022, ben, ce serait un recul. Ce qui fait que les Ukrainiens ont effectivement, ils n'ont pas déposé, pardon, de résolution l'année dernière, donc on n'a pas pu jauger de leur appui. Cette année, bien sûr, arrive Donald Trump, arrive
les- la fatigue aussi diplomatique des opinions publiques, des gouvernements qui se disent peut-être qu'avec Donald Trump, les choses vont se régler. Ils se rendent compte sur le terrain aussi que l'Ukraine n'avance pas. Les Russes grignotent du terrain, mais ils avancent quand même un tout petit peu. Ils continuent à bombarder. C'est comme si tout le monde voulait vraiment que ça se termine le plus rapidement possible. Ce qui fait que le changement de pouvoir à Washington et le changement d'orientation politique, puisque tu l'as vu et on l'a tous vu, le rapprochement spectaculaire avec Moscou, d'un Trump qui veut des négociations rapides, qui envoie même une équipe à Riyad en Arabie Saoudite dans le dos des Européens et des Ukrainiens pour négocier un accord de paix général, a fait en sorte que ça a reconfiguré les alignements diplomatiques aux Nations Unies. Et là, pour la première fois, je ne me souviens pas qu'il y ait eu un tel affrontement sur deux résolutions. Peut-être qu'il faudrait remonter à 2003 lors de la guerre en L'Irak, ouais. Irak, mais à mon avis, il n'y avait qu'une seule résolution, c'était la résolution américaine qui n'avait obtenu l'appui que de la Grande-Bretagne, de l'Espagne et de la Bulgarie. Et devant ça, les Américains, je pense qu'on est à la fin février, début mars 2003, avaient décidé de retirer leur résolution parce qu'ils s'en allaient vers l'échec. Peut-être que lors de la crise de Suez aussi, on avait eu un affrontement entre les États-Unis d'une part et les deux puissances européennes. Mais donc là, cette semaine, on se retrouve avec des États-Unis qui veulent, eux, présenter une résolution simple qui dit la guerre a assez duré, euh, a causé d'énormes dégâts, il faut que ça cesse, allons vers une solution négociée. On n'attaque pas la Russie, on ne dit pas Mhm. qui est l'agresseur et Exactement. l'agressé, et donc les Américains ont essayé de faire passer cette Une résolution, somme toute, ou nivellée assez neutre. très neutre, très court. Et évidemment, la diplomatie américaine s'est mise en marche. Marco Rubio a envoyé des lettres à un certain nombre de pays. On ne connaît pas le contenu, mais on imagine un peu. Et signé par notre dear leader euh, Donald, qui vous veut du bien. Et donc, la résolution est arrivée sur le plancher et là, certains pays ont commencé à la modifier pour justement nommer l'agresseur et puis la rendre plus musclée. Et elle a été adoptée, mais par 93 voix pour, 18 contre, 65 abstentions, et je crois à peu près 17 ou 18 pays n'étaient pas dans la salle. Donc, tu vois comment l'appui à l'Ukraine s'est effrité, passant de 141 à 93 voix. Mhm. Et donc, les Ukrainiens ont présenté ça comme une victoire. Moi, j'appelle ça une défaite, parce que si ça recule constamment, c'est que vous réussissez pas à convaincre. C'est sûr que les Américains ont un poids énorme à l'Assemblée générale, mais en même temps, quand l'Assemblée générale vote massivement contre l'embargo économique contre Cuba, les Américains ont beau menacer, ça n'empêche pas l'écrasante majorité des États de voter contre les Américains. Ouais. Donc, il se passe peut-être quelque chose d'autre là, dans les chancelleries internationales qui font en sorte que, ils n'ont pas envie de voter pour la résolution ukrainienne Mhm. ou qu'ils préfèrent s'abstenir. Il n'y a pas eu simplement une résolution à l'Assemblée générale. Celle-là, elle compte parce que on peut dire que C'est symboliquement, l'ensemble des pays, là, c'est c'est ça. l'ensemble des pays, c'est symbolique, ça n'a pas de portée obligatoire. Les Américains ont présenté la même résolution au Conseil de sécurité. Alors là, c'est une autre histoire.
parce qu'il y a 15 membres, dont 5 ont le droit de veto, puis il y a 10 membres non permanents. Et on s'est retrouvé avec la Grande-Bretagne qui a commencé à vouloir introduire des modifications à cette résolution. Et c'est la Russie qui a utilisé le veto pour protéger la résolution américaine. Alors, on aura tout vu. Ouais, Et donc, au bout du compte, la résolution a été mise aux voix. Tous les pays, pardon, sept des 10 membres non permanents se sont alignés avec les États-Unis, la Chine et la Russie pour voter oui. Et la Grande-Bretagne et la France ont obtenu le soutien de 3 non permanents, mais n'ont pas utilisé leur droit de veto. Ils mhm, auraient pu le faire. ouais. Mais là, on serait parti dans une crise diplomatique qui n'intéressait personne. Surtout Alors, quand. Ouais, Les Américains ont fait adopter leur résolution avec les Russes et les Chinois pour la première fois depuis, on ça, a de la difficulté à remonter tellement c'est ça. c'est exceptionnel. On n'aurait pas pensé que c'était possible il y a 6 mois à peine. Mais ça montre aussi que l'Europe est en position de faiblesse par rapport aux États-Unis, donc d'où la raison pour laquelle ils n'ont pas osé utiliser leur droit de veto. Puis Voilà. Ben, ils sont en position de faiblesse en ce moment, là. d'une Puis on- certaine façon, comme on dit, on choisit ses combats. c'est ça. Et puis pour eux, oui, les Nations Unies, c'est important, mais pas au point d'en faire un affrontement diplomatique, Fait parce que là, les Américains auraient fait une crise. Euh, Ils auraient peut-être même dit, bon, ben, c'est très bien, on se retire de l'ONU ou on se retire de l'OTAN, je ne sais pas, là. ouais, ouais. Trump Ou, est tellement... ou peut-être que les Américains auraient peut-être, dans le cadre des négociations, auraient peut-être été moins susceptibles de faire preuve d'une certaine ouais, générosité à l'égard de l'Europe. Donc, les Européens n'étant pas en situation de force, ils ménagent les susceptibilités américaines dans ouais, l'espoir que la deal va être la moins défavorable possible pour eux. ouais. Écoute, Mais dis-moi, le, ce vote aux Nations Unies ou ces votes aux Nations Unies sont intervenus au moment même où Macron était à la Maison-Blanche. ouais, ouais. Alors, Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu sais, les Américains, bon, beaucoup de personnes ont dit les Américains ont voté contre l'Ukraine dans le cadre de cette résolution-là. Ils ont montré leur appui à la Russie. C'est quoi l'objectif recherché par les Américains? Est-ce que c'est de montrer à la Russie que dans le cas des Américains, il n'y aura pas de retour en arrière en matière de support à l'Ukraine qui dompte définitivement la cause ukrainienne pour vraiment montrer à la Russie qui sont vraiment sérieux dans la négociation puis qui veulent que la négociation aboutisse. Donc, en quelque sorte, c'est comme Cortés qui a décidé de brûler ses bateaux en envahissant le Mexique. Donc, poser un geste symboliquement fort pour montrer à la Russie que, inquiétez-vous pas, on ne fait pas juste négocier dans le vide. On vous envoie des signaux très clairs que c'est notre objectif. je pense que c'est l'explication que tu viens de donner, Ouais. c'est-à-dire, on ne veut pas d'obstacle sur le chemin de la négociation. Et voter une résolution qui aurait encore blâmé la Russie, qui aurait dénoncé les morts, qui aurait exigé un tribunal pénal international, pour les Américains, Ça, c'était pas un mais non, scénario possible, parce que ça aurait risqué de faire dérailler la négo, là. Ouais. alors même qu'ils s'en allaient, je crois, à Ankara pour négocier avec Mm. une autre équipe russe. La négociation s'est terminée hier, je crois. Et donc, les Américains veulent se donner les chances, toutes les chances de leur côté. En même temps, ils sont prêts à signer un accord sur les minerais rares en Ukraine avec le gouvernement ukrainien, sachant qu'une partie de ce trésor est aux mains des Russes. Ouais. Alors, ils peuvent en exploiter une partie en Ukraine libre, mais il y a le reste dans l'Ukraine occupée par les Russes. Mais Alors, est-ce que ça va faire partie de la négociation? On ne le Mais sait pas trop. j'ai aussi lu que Vladimir Poutine s'était montré aussi ouvert à lui aussi Oui. créer des joint ventures avec des compagnies américaines pour exploiter les terres rares dans la partie occupée de l'Ukraine, puis Mais ailleurs aussi en Russie. est-ce Donc, que
est-ce que Zelensky va accepter une humiliation pareille? Alors, Bonne parce question, que ouais. finalement, les deux grandes puissances mettent la main Ouais. sur l'Ukraine. Il y en a un qui est plus gentil que l'autre parce qu'il est du côté des Occidentaux. Il est souriant puis il donne des armes et l'autre est un tueur. Mais le résultat, c'est que les deux vont avoir les mains dans les richesses Ah oui, ukrainiennes. les deux mains dans le gâteau, là. Puis ils vont se Ouais. servir, même si ben, l'Ukraine, en tout cas, dans le cas de la deal avec les Ukrainiens, entre les Américains et les Ukrainiens, les Ukrainiens vont avoir certaines retombées économiques de tout ça, mais Oui, ils vont pas conserver l'entièreté des profits qui vont être générés par l'exploitation de ces terres-là. Et puis ça vaut des milliards et des milliards de des dollars. milliards. Puis on Voilà. l'a déjà dit, tu sais, je pense Ah, que pour bien comprendre aussi la nature des relations entre les États en ce moment, je pense que ce qu'on appelle la géopolitique des ressources naturelles, là, je pense que c'est vraiment la clé pour bien comprendre là, la dynamique, les ouais. partenariats entre les États, puis parce que On le voit avec la Chine. On exactement, le voit avec c'est la Chine depuis 20 ans, un peu ouais, partout en Afrique ou ailleurs. Alors, donc, tout ça s'est déroulé au moment où Macron était à Washington, suivi jeudi par Keir Starmer, le premier ministre britannique. D'après ma lecture, Macron allait à Washington, évidemment, pour parler de l'Ukraine et de l'intégration possible des Européens et des Ukrainiens dans la négociation. Il devait y avoir d'autres discussions, à mon avis, sur les relations bilatérales et aussi sur l'Union européenne en général, parce que on n'est pas sans savoir que Trump déteste euh, l'Union européenne. Et d'ailleurs, quelques jours après la visite de Macron, il a dit les Européens ont toujours voulu nous assassiner, nous voler, etc. Alors, euh, ça montre que sous les beaux sourires de la Maison-Blanche lundi, lorsqu'il disait quelle merveilleuse relation avons-nous avec Macron, 3 jours plus tard, Macron se fait poignarder. Alors, Macron a fait son spectacle, Donald Trump a fait le sien, bien sûr, et qu'est-ce qui est sorti de ça sur l'Ukraine? Absolument rien. En tout cas, moi, je ne vois rien. Euh, officiel, rien n'a été annoncé. Officiellement, on ne C'était sait derrière pas des si portes les closes. Européens, C'est- on ne sait pas si les Européens auront une place à la table, même pas les Ukrainiens. Euh, Trump n'a pas assoupli son discours sur l'Ukraine, sur la guerre en Ukraine. Bon, il y a quelqu'un qui lui a demandé, vous avez dit que Zelensky était un dictateur. Il a répondu, ah oui, Vraiment, j'ai dit ça, vraiment, moi. j'ai dit ça, ouais. Donc là, Ouais, on voit que c'est la bouffonnerie, là, ouais, hein. ouais. Et je me demande si c'était pas une façon, encore une fois, de se moquer de Zelensky qu'il va rencontrer vendredi le 28. Alors, on verra là si d'abord il signe l'entente sur les minerais et puis est-ce que dans cette entente ou à l'extérieur de cette entente, il y aura ce qu'on appelle les garanties de sécurité. Ouais. Elles seront offertes à qui? À l'Ukraine ou aux Européens, ces Bah, garanties de sécurité? en fait, probablement, Trump étant homme d'affaires, probablement que lui, dans sa conception de gage de sécurité, c'est le fait qu'il y ait des entreprises américaines qui exploitent les terres rares en Ukraine, qui génèrent des profits, qui font des millions et des millions de revenus. Donc, pour lui, il va peut-être voir ça comme étant le gage de sécurité. Donc, on veut que ça se C'est ce qui a été poursuive. dit. C'est ce qui Donc, a été on dit. n'a pas besoin de vous envoyer des soldats parce que nos Non. entreprises, en fait, font office de gage de sécurité, C'est des otages. Et en donc, quelque sorte. si les Russes rentrent, ils risquent de tuer des entrepreneurs américains, puis Faire ça mal à risque notre d'aller économie. mal. C'est ça. Et donc, Macron est sorti avec un sourire, mais je pense qu'il n'a rien obtenu. Et Starmer était là jeudi. Là encore, on n'a absolument rien appris de la discussion. On verra plus tard. Tout ce qu'on sait, c'est que le roi Charles a invité
Trump a une deuxième visite d'État en 8 ans, il en avait fait une en 2019. Donc, ça, c'est assez exceptionnel. Mm. Mais je pense que toutes les danses du ventre, qu'elles viennent de Macron, de Stamer ou Ah oui, d'ailleurs, ne vont rien ouais, changer à la dynamique qui a été enclenchée le 20 janvier ouais. dernier et qui est très bien représentée par les discours que Vance, Ouais, que ben c'est ça. le ministre de la Défense et d'autres ont C'est ça, donnés. Et je voulais. parle-en de la sécurité C'est européenne. ça. Avant d'en parler de la sécurité européenne, je voulais revenir sur Vance, qui était présent dans le bureau ovale avec Oui. Keir Starmer et qui lui a encore donné une leçon, la même leçon qui avait servi aux Européens lors de sa Oh, conférence à Munich. Il a dit à Starmer, écoutez, oui, on a des relations historiques avec la Grande-Bretagne, vous êtes des amis, des partenaires, mais le fait est que vous avez enclenché des politiques, vous avez mis en place des politiques qui briment la liberté d'expression et qui s'attaque à nos entreprises, donc X d'Elon Musk, ouais, pour ne pas le nommer. Et ça, ben, c'est inacceptable. Et puis, Starmer a répondu un peu sur la défensive, mais il a été pris de court par cette attaque-là. OK, Donc, ouais, Pence, vraiment, une intervention d'à peu près agressif. 20 secondes, ça a été plutôt agressif. Et ensuite, en point de presse, Starmer, je ne me souviens pas exactement de sa réponse, mais Trump l'a interrompu, puis il a dit en anglais, là, All right, that's enough. Donc, c'est beau, c'est fini, là. T'as assez parlé. Il l'a vraiment là, traité comme un subordonné. C'était pas très élégant, mais ça montre encore une fois la Ouais, relation que les Américains entretiennent avec les Européens. C'est ouais, vraiment une relation de maître à vassal, là, en quelque sorte, là. Donc, c'est ouais, vraiment pas une relation qui semble être ancrée dans une relation d'égalité. ouais, C'est ça maintenant. Ben, je pense que c'est important de parler de l'avenir de la sécurité de l'Europe. européenne. Parce que là, je pense qu'on peut dire que les Américains se sont clairement désengagés de la défense, de la sécurité en Europe. Puis je pense que ben, ce qui va marquer ce qui va marquer tout ça, ben, c'est justement la fin de la guerre en Ukraine, puis le retrait, puis vraiment la fin de non-recevoir de la part des États-Unis de continuer à financer cette guerre-là, même d'y envoyer des troupes dans un éventuel cessez-le-feu pour superviser appelons-la la ligne de démarcation. Donc ça renvoie beaucoup, beaucoup de questions. Puis je pense que la principale, c'est le fait que les Européens viennent de perdre le bouclier nucléaire américain comme Mhm. principal système de défense, force de dissuasion pour préserver là, la souveraineté européenne. Puis là, beaucoup de gens disent, ben là, dans les circonstances, il n'y a plus rien qui va faire peur à Vladimir Poutine pour, dans un avenir plus ou moins rapproché, d'envahir les trois pays baltes ou d'envahir la Pologne. Parce que maintenant, il y a plus ou moins la garantie ou la certitude que les Américains ne répliqueraient pas en utilisant le feu nucléaire. Donc ça fait grincher des dents, ça fait peur à beaucoup de personnes. Moi, je dirais là-dessus que avant que ça arrive, il va falloir que la Russie se refasse économiquement, se Mhm. rebâtisse aussi une armée, parce que veut pas, ce qui était sur papier il y a 3 ans, la deuxième puissance militaire du monde, même si elle a réussi à conquérir 20 du territoire ukrainien, il n'en reste pas moins que ça leur a pris 3 ans pour conquérir 20 du territoire ukrainien. Ah oui, tout à Ils ont fait. pataugé dans la boue, ils ont piétiné. Donc, c'est peut-être pas, la force sur papier n'était pas nécessairement elle ne s'est pas nécessairement incarnée sur le terrain. Donc, on peut simplement imaginer à quoi pourrait ressembler une opération de grande envergure pour envahir les pays baltes, peut-être la Pologne. Ce serait en soi une opération militaire qui serait d'une envergure beaucoup plus importante que la simple invasion d'une partie du territoire ukrainien. Ça exigerait des millions de soldats. Et ça, ben, ça exigerait aussi fort probablement la conscription en Russie. Puis dans le système politique russe, moi, je pense que la population russe est prête à accepter la perte de leur liberté politique, de vivre sous un régime qui est non démocratique, tant aussi longtemps que ça n'a pas d'impact sur leur vie. Qu'ils sont en mesure de Ouais. continuer à vivre normalement, paisiblement, puis que leurs fils ne sont pas mis dans des paniers à salade puis envoyés de force sur le front. Donc, l'espèce de contrat social est respecté, puis la population russe ne fait pas vraiment de vagues tant aussi longtemps que c'est respecté. Mais là, si la conscription est imposée,
ça aurait vraiment des impacts directs sur eux, sur leur vie. Puis là, probablement qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des troubles en Russie. Donc, il y a aussi cette dimension de la politique domestique interne qui doit être prise en considération lorsqu'on évoque une éventuelle invasion de l'Europe. Mais bon, admettons, à des fins rhétoriques, que c'est ce que Vladimir Poutine se prépare à faire dans 5 ans. La question demeure tout entière. L'Union européenne, l'Europe ne peut plus bénéficier du bouclier nucléaire américain. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a un pays en Europe qui sera en mesure de pallier au départ des Américains et de créer un nouveau bouclier nucléaire? Ben, il y a la Grande-Bretagne, qui est une puissance nucléaire, mais le problème avec la Grande-Bretagne, dans le contexte de l'OTAN, c'est qu'il y a un système de double clé. Mm. Donc, les Britanniques, avant d'utiliser l'arme nucléaire, doivent essentiellement s'en référer à Aux Washington États-Unis, ouais. qui peut opposer un veto. Et puis, si c'est le cas, ben, il n'y a pas d'utilisation d'armes britanniques. Donc, la seule puissance qui reste en Europe pour assurer la protection nucléaire, c'est la France, qui, depuis le général de Gaulle, s'était retiré du commandement unifié de l'OTAN, mais sans se retirer de l'OTAN. Donc, ça fait en sorte que les Français, il y a juste un système de clés. Donc, c'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui peut ordonner le recours à des armes nucléaires. Et là, ben, inévitablement, commencez à avoir des pays européens, les pays baltes, la Pologne principalement, qui sont en train de demander à la France ben là, dans votre doctrine nucléaire, ben, vous avez toujours dit que c'est si l'intégrité territoriale de la France est attaquée et prise sous le feu nucléaire, alors on va répliquer. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à amender votre doctrine nucléaire et, euh, et l'élargir de sorte que si un pays membre de l'OTAN, un de vos partenaires, est envahi par une puissance étrangère, en l'occurrence la Russie, est-ce que vous allez considérer ça comme une attaque, une violation de la souveraineté française et qu'en conséquence, vous allez utiliser le feu nucléaire pour nous défendre? Non, maintenant, c'est une grande question à laquelle les Français vont devoir répondre, puis ça peut pas arriver à pire moment dans la vie politique française. Mhm. Emmanuel Macron, jusqu'au printemps 2027, encore pour les 2 prochaines années, c'est un canard boiteux, là. On sait qu'il ne peut pas se représenter pour un troisième mandat, de toute façon, puis éminemment contesté à l'échelle domestique. La défaite de son parti en juin aux élections européennes a été catastrophique. Le résultat des élections législatives a aussi été catastrophique. On a déjà parlé à quel point ça a été pénible de nommer Michel Barnier en septembre premier ministre. Son gouvernement a tenu 3 mois. Là, maintenant, c'est François Bayrou qui, après quelques semaines à peine, a atteint des niveaux de popularité aux alentours de 20 est éminemment impopulaire. Donc, Mhm. il y a une instabilité politique en France qui est vraiment pas propice à, à ce qu'Emmanuel Macron puisse apparaître comme l'homme fort pouvant assurer la sécurité de l'Europe. Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Puis je ne sais pas ce que tu en penses. Comme tu es en France depuis Ben, quelques semaines déjà, tu as peut-être entendu des échos je pense qui pourraient. que les Français disent depuis quelque temps que les intérêts de sécurité de la France ne s'arrêtent pas à leurs frontières. Et ils vont pas jusqu'à dire euh, on a un parapluie nucléaire, puis on va l'étendre à l'Allemagne, puis on va l'étendre à la Pologne, puis aux Pays-Bas. Mais cette petite phrase-là fait partie de ce que le président Macron appelle l'ambiguïté stratégique Ouais, et que il faut pas tout mettre toutes ces cartes sur table, puis oui, c'est ça. puis de définir tout euh, face à l'adversaire. Il faut que l'adversaire ait à l'esprit qu'il y a une certaine ambiguïté. Qu'est-ce que fera la France si les troupes russes rentrent dans un pays balte? En même temps, le- si les Russes rentrent dans un pays balte, il faut se rappeler qu'il y a dans les pays baltes des troupes de l'OTAN Mhm. Dont des troupes et canadiennes. des troupes canadiennes, des Américains, des Français, etc. S'ils commencent à se battre contre les Russes, ben là, on est déjà dans le conflit entre, entre non seulement entre l'OTAN et la Russie, mais entre grandes puissances de l'OTAN et la Russie. Et est-ce que cela commanderait un avertissement aux Russes que s'ils vont trop loin, on déclenche
le feu nucléaire à travers des armes tactiques. Ouais. Mais là, on rentre dans un scénario apocalyptique aussi. Ah oui, Et clairement. en même temps, tu peux te poser la question plus philosophique. Est-ce que le bouclier nucléaire américain était si protecteur de l'Europe Pas une question. Depuis depuis que les 80 ans. Russes, Ouais, voilà, depuis que ouais, les Russes ont des missiles intercontinentaux et qui peuvent frapper le territoire américain? Je pense que c'était toute la réflexion des théoriciens nucléaires à la fin des années 50, début des années 60, que ce soit Brody, mais aussi euh, Henry Kissinger et d'autres qui ont écrit sur ces questions-là. Et le général de Gaulle aussi, mhm, si ma mémoire est bonne, avait dit, est-ce que les États-Unis sont prêts à sacrifier New York pour sauver Berlin? Et la réponse, c'était non. mhm. Donc, à partir de ce moment-là, les Français se sont dit, on va construire notre propre Ouais. défense nucléaire et conventionnelle parce qu'on n'est plus sûr de, De de l'allié américain. de la Ouais, garantie ouais. américaine. Donc, la garantie américaine a toujours été friable parce qu'elle va dépendre du président américain qui va se dire, Mhm. oui, ils viennent de rentrer dans un pays baltes, mais on n'incinère pas la planète à cause de ça. Et d'ailleurs, même Trump l'avait dit dans son premier mandat. À un moment donné, il avait dit, vas-tu sacrifier les États-Unis pour sauver Podgorica, Oui, au qui est la Monténégro, là. capitale du Monténégro? Oui, oui, ben oui, Alors, ben, il l'avait eu d'un trait, celle-là. Je pense qu'il a dû l'apprendre. Quelqu'un a dû lui dire, tu diras ça. Mais il résumait la ben situation oui. clairement. Et je pense qu'on est toujours dans ce flou. Ouais, ouais. Puis l'autre chose aussi, je pense, qui est assez intéressante, c'est que je pense qu'on est en train de voir entre les États-Unis et la Russie, puis l'Europe, puis j'inclus aussi le Canada là-dedans, vraiment une opposition en deux façons de concevoir le monde des relations internationales. Clairement, Trump et Poutine, ce sont deux réalistes qui observent la situation, puis c'est en termes de coût-bénéfice, quelle est l'option qui va être la plus bénéfique pour l'intérêt national de mon pays. Puis c'est vraiment ce qui dicte, ce qui guide leur politique étrangère, alors qu'à l'inverse, dans le cas européen et canadien, on nage dans une espèce d'idéalisme, j'ai dit en entrevue cette semaine, dans une espèce d'idéalisme qui frise avec l'esprit religieux. C'est une relation Ouais, entre le bon et les forces du bien puis les forces du mal, donc dans une relation manichéenne comme ça, toute forme de négociation, de discussion avec le mal, de concession, c'est un péché mortel, c'est inacceptable. Puis là, ben, ça amène là, des conséquences qu'on commence à voir au Canada. Par exemple, la fameuse pétition qui exige le retrait de la citoyenneté canadienne à Musk parce ah que oui, c'est un allié de Trump. Puis là, maintenant, Trump est devenu l'ami de Satan, du mal incarné. Et puis, donc, ça entache aussi sa personne, puis on doit imposer des mesures de purification contre les personnes qui s'associent au mal. Et puis là, j'ai l'impression qu'une partie des décideurs européens nagent dans cette espèce ouais, d'idéalisme-là. Puis ils promettent là, de continuer malgré tout à envoyer à l'Ukraine des sommes absolument considérables, des armes, des munitions. Vous avez Raphaël Glucksmann qui était le leader de la ouais. gauche modérée, Mhm. donc les socialistes pendant les élections européennes, qui a publié un tweet le 16 février dernier dans lequel il disait: J'en appelle à la communauté européenne de prendre un prêt de 500 milliards d'euros Ah oui, pour continuer à soutenir nos alliés ukrainiens, et puis que là, vraiment, là, on leur donne toutes les armes qu'ils nous réclament depuis des années, et puis ouais, là, vraiment, on soit le all-in, et qui ait plus la moindre réticence, alors que la situation, bon, sur le champ de bataille, on en a déjà parlé, ukrainien, c'est un peu désespéré, puis clairement, il va y avoir la fin au conflit là, qui va être signé entre les bien États-Unis et sûr. la Russie. Donc, on se Ouais. demande, mais pourquoi continuer dans cette tangente-là? Puis pour moi, c'est ça, je vois ça comme une espèce d'idéalisme religieux. Il est totalement inacceptable de faire la moindre concession à la Russie Mm. qui représente le mal absolu. Puis lorsqu'on est en combat contre le mal absolu, on doit combattre jusqu'à la victoire finale, peu importe les coups qui Les peuvent coûts, en ouais. découler. Puis puis quand on pose la question,
sais, on a tout souvent dit qu'au début de la guerre, Vladimir Poutine était complètement irrationnel, qu'il était viré fou. Moi, je dirais, en réalité, lorsqu'on regarde sa conduite depuis 3 ans, il a toujours été très, très réaliste parce qu'il a toujours eu un objectif très précis, puis il a toujours eu une stratégie adaptée à la réalisation de son objectif Mhm. précis. Donc, au début de la guerre, c'était prendre Kiev en l'espace de quelques heures, quelques jours, faire tomber le régime Zelensky, mettre en place un régime fantoche à la solde de Moscou, puis basta. Puis ça n'a pas fonctionné. Puis au bout Non, d'un mois, ces chars étaient en train de s'embourber dans le nord de l'Ukraine. Il les a retirés, puis il les a redéployés dans le Donbass, dans l'est du pays. Donc, il a fait preuve du principe de réalité. Il a de vu que réalité, sa ouais. stratégie ne fonctionnait pas, donc il devait revoir ses objectifs, ce qu'il a fait. Puis là, maintenant, ses objectifs, c'était de conquérir l'entièreté du Donbass, en particulier les oblasts de Louhansk et de Donetsk. Maintenant, à l'inverse, lorsqu'on demande aux Occidentaux, c'est quoi votre objectif dans ce conflit-là? Conflit. Puis les gens vont sortir avec des objectifs très, très, très métaphysiques, puis Mhm. entrer dans une logique du bien contre le mal. C'est faire tomber le régime de Poutine, y Ouais, instaurer une démocratie, espérer qu'un jour les forces ukrainiennes vont parader sur la place rouge. Donc, on peut se ouais, dire, d'accord, c'est ouais. c'est très idéaliste. Maintenant, est-ce que cet objectif-là est atteignable? La réponse est Mhm. non. Puis lorsqu'on a Ouais. un objectif qui est tellement vague comme ça, qui est inatteignable, irréaliste, il ne peut en découler qu'une stratégie qui consiste en des espèces d'orgies de dépenses. Et puis, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'obstacles. Puis, whatever is needed, tout ce qui est nécessaire pour le succès de cet objectif-là, on Mhm. dépend de l'argent, toujours de l'argent, encore de l'argent, ça ne s'arrêtera jamais. Donc, c'est vraiment, on assiste en ce moment là, à une opposition entre deux visions de Ouais. relations Ah, internationales. Pour c'est moi, c'est sûr que ça. les Américains ont tracé la ligne avec les discours de Hegseth et Vance à Munich il y a 2, 3 semaines, lorsqu'ils ont dit euh, non, on ne peut pas récupérer les territoires conquis et annexés, vous ne serez pas membre de l'OTAN, euh, on ne participera pas sur le terrain à la défense de l'Ukraine. S'il y en a d'autres qui veulent le faire, ils sont bienvenus. Donc, les Américains ont établi leur ligne rouge. Ça. Et puis, voilà, il C'est- faut, il faut Puis, puis- s'en puis contenter. évidemment, le principe de réalité, c'est on peut s'en attrister de la situation sur le terrain, Oui, mais, bien sûr, mais il mais faut s'en accommoder, voilà. puis essayer d'en tirer le meilleur parti. Mais c'est sûr que lorsqu'on est dans une perspective inverse, très idéaliste, puis on observe ça, puis je parle à des gens au Québec, puis il paraît que c'est le seul sujet de conversation que les gens ont sur les lèvres, c'est Trump était devenu, c'est un espion russe, il est viré fou, puis donc il y a Ah oui, vraiment une on dit la espèce même de, chose en France. Oui, oui, c'est ça, il y a une espèce de dérive qui. Puis là, les gens sont en ouais, train de sombrer dans une rhétorique qui fait plus aucun sens. Et puis là, ils ouais. perdent de vue là, quelle devrait être la bonne stratégie. Là, Justin Trudeau, qui est à quelques jours de remettre sa démission à la gouverneure générale comme premier ministre, annonce encore des investissements majeurs en Ukraine, envoie encore des véhicules blindés légers, une trentaine. Donc, on a quand même dépensé, le Canada a quand même envoyé 20 milliards de dollars là au Ah cours oui, des trois ça commence dernières à être années. beaucoup d'argent. Ça commence à être beaucoup d'argent, alors qu'on sait que le déficit de cette année, c'est 60 milliards, là. Mhm. C'est une somme vraiment considérable. Puis là, je pense que les gens peuvent commencer à se poser la question, d'accord, c'est bien, on a cet objectif-là, mais on ne l'atteindra pas, là. Ouais, Dans les ouais. circonstances, est-ce qu'on a véritablement la bonne stratégie? Mhm. Mais bon, on peut pas, C'est à on peut, repenser. c'est à repenser, mais on ne peut pas se poser ces questions-là quand on est en déni de la réalité, là. Ouais. Donc, voilà, bon, Ben ben voilà. écoutez, chers amis, ben, restez avec nous. On va avoir une entrevue avec l'auteur Corim. Donc, le texte a déjà été publié lundi dernier. Je vais mettre le lien en description du vidéo sur la version audio, la description du vidéo, mais aussi sur YouTube. Donc, vous pourrez y accéder immédiatement, comme le vidéo va être, notre épisode va être diffusé dimanche soir. Le texte a déjà été mis en ligne le lundi précédent, donc vous pourrez déjà le consulter si vous le souhaitez. Donc, ben, écoutez, restez avec nous. On revient dans quelques secondes.
Alors, bonjour à toutes et à tous, de retour pour la deuxième partie de notre émission. Aujourd'hui, nous accueillons un auteur Corim. Il s'agit de Bernard Collat. Bernard est un spécialiste du droit commercial. Il est docteur en droit d'ailleurs et membre du barreau du Québec. Et il est cofondateur d'Affilia Légal. Son expertise sur ces questions commerciales et autres s'étale sur plus de 30 ans d'expérience. Alors aujourd'hui, Bernard va nous entretenir essentiellement des modalités qui existent pour le Canada afin de contrer ou en tout cas de contester les droits de douane qui sont imposés par les États-Unis au Canada. Donc, Bernard, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je vous donne 5 minutes pour résumer la thèse de votre article sur ces possibilités de contestation des droits de douane, article qui est publié sur le blog du Corim. Allez-y, mon cher ami. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. C'est pour moi une première expérience d'être à votre tribune. Et donc, c'est un privilège que vous ayez euh, euh, transmis cette invitation. Cette invitation a parlé des recours possibles du Canada face à cette menace. Et à chaque fois qu'on ouvre, qu'on se réveille le matin, on voit une nouvelle menace qui arrive, qui disparaît. Alors, le Canada a décidé face à ces menaces, de lui-même aussi menacer qu'il allait utiliser les recours mis à sa disposition par le système international. Alors, il faut comprendre qu'avec les États-Unis, on est membre de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui impose certaines obligations, et on est membre également de l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, ces contrairement à d'autres traités internationaux, dans, comme, comme d'autres, euh, euh, dans le cadre de l'OMC ou dans le cadre euh, de l'accord de libre-échange, il est possible, il y a un mécanisme d'arbitrage qui est imbriqué, qu'il est possible d'utiliser, et que si on gagne, normalement, on est capable d'imposer des contre-mesures pour forcer l'autre à appliquer les règles et à respecter la décision. Alors ici, le Canada est bien équipé parce que il y a déjà en 2018, lorsque les Américains ont décidé d'imposer des droits de douane de 25 puis de 10 sur l'aluminium et l'acier, respectivement, le Canada avait justement euh, entrepris, sollicité le mécanisme de règlement des différends dans le cadre de l'OMC. Évidemment, un peu plus tard, il a suspendu parce qu'il s'est entendu avec les États-Unis. Ils ont accepté ensemble de régler le problème. D'autres États, il n'y a pas eu d'entente et sont allés plus loin et ont gagné. Donc, qu'est-ce qui est reproché ici? Si jamais euh, l'administration américaine met en œuvre sa menace, donc si jamais impose, parce qu'il y a plusieurs menaces, mais je vais me limiter à deux, si impose 25 sur tous les produits importés du Canada. Donc, là, ensuite, le Canada pourrait porter le différend à l'OMC. Et qu'est-ce que le Canada dirait? Le Canada dirait que les États-Unis violent fondamentalement deux obligations. La première, les États-Unis se sont engagés, parce qu'il y a des rondes successives de négociations dans le cadre de l'OMC, où les pays acceptent de réduire les droits de douane et donc se sont engagés à ne pas dépasser un certain seuil, comme par exemple pour l'aluminium, c'est 2,5 Alors, s'ils dépassent ce seuil-là, ils violent cet engagement Mhm. de réduire les droits de douane. Une autre obligation qui est celle de traiter tout le monde de façon non discriminatoire. C'est-à-dire que si j'importe des skis euh, d'un pays membre de l'OMC et que j'applique un droit de douane, disons 5 je dois appliquer le même droit de douane à tous les skis
importer des autres pays membres de l'OMC. Mhm. Donc, si je décide d'imposer 25% sur le Canada et que j'impose pour le même produit 6% aux autres, donc je traite le Canada de façon discriminatoire, ce qui viole l'article 1 du GATT. À ça, les Américains vont répondre. Et là, les Américains sont astucieux parce qu'ils essaient de pousser. Alors, pour justifier la mesure du 25% surtout, ils ont dit, ah, c'est pour la santé publique. Donc, c'est pour ça qu'on entend le fentanyl. On ne savait pas qu'on exportait du fentanyl, mais maintenant, on vient Ouais. d'apprendre qu'on exporte du fentanyl. Et c'est parce que l'État, le président ancre sa mesure sur une loi américaine qui lui permet de faire ceci. Mais dans le cadre de l'OMC, il y a des règles et il y a des exceptions. Et donc, il y a une exception pour la santé publique. Mais on ne peut pas juste décréter qu'on prend une mesure pour protéger la santé publique. Il faut le justifier. Et les Américains, à mon avis, vont avoir de la difficulté à le justifier dans le cadre de l'OMC. Comme quoi, c'est une mesure nécessaire pour justement protéger la santé de la population. La deuxième mesure qui vont pouvoir invoquer, c'est la sécurité nationale. Alors, il y a déjà eu une discussion là-dessus. Euh, Ils ont tenté en 2018 d'utiliser le même argument. On a dit non, il n'y a pas vraiment de guerre, il n'y a pas vraiment de situation au niveau international qui justifierait justement cette imposition de droits de douane sur l'acier et l'aluminium, comme ça avait été fait. Alors, ça risque de dépasser un peu les 5 minutes, mais Ça va aller. c'est intéressant d'expliquer aussi qu'une fois que la décision, probablement le Canada va gagner. Après, le Canada va vouloir aller. Après, les États-Unis vont dire, ah, on conteste. Il y a eu une mauvaise décision. Je devrais pouvoir prendre la mesure que je veux en invoquant la sécurité nationale. Ça, c'est le mantra des Américains depuis quelque temps. Alors, ils vont aller en appel. Mais, depuis 2019, les Américains s'opposent à la nomination de juges à l'organe d'appel. Donc, Ouais. le dossier va être pris, va être déposé à face à une institution, l'organe d'appel, qui est inopérante. Il n'y a pas de juge. Donc, dans le texte, il y a le droit d'aller en appel, mais là, il va aller en appel et donc là, la décision va être, comme on peut dire dans les limbes, elle va être Ouais. bloquée là. Ouais. Alors, ça, c'est l'inconvénient de l'OMC. On n'aura pas de décision obligatoire. Alors, on choisit. Soit on porte à l'OMC ou on porte dans le cadre de l'ASEUM, l'accord libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Et là, grosso modo, le Canada invoquerait les mêmes arguments de violation. On s'est entendu sur 0% de droits de douane dans le cadre de l'accord de libre-échange. Et si vous imposez 25%, c'est contraire. Et on s'est aussi euh, on a décidé aussi qu'il fallait agir de façon non discriminatoire, etc. Donc, il y a un ensemble d'obligations qui seraient là aussi violées. Et là, les Américains reprendraient un peu les mêmes arguments pour dire non, 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 c'est pour ma santé, santé publique. Et non, 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 c'est pour des questions de sécurité nationale. Alors, les dispositions sont un petit peu différentes à l'OMC que la CEUM et on ne connaît pas exactement on connaît moins le résultat, à savoir si l'argument de sécurité nationale serait accepté ou pas. Mais de toute évidence, un accord de libre-échange, c'est 0% de droits de douane. Si quelqu'un impose 25% de douane, ils ont bonne chance de perdre. Donc là, le Mhm. Canada, parce que la CIUM fonctionne et qu'il n'y a pas d'organe d'appel, donc la décision deviendrait obligatoire. Et là, le Canada pourrait imposer des contre-mesures contre les États-Unis, légalement. Euh, et donc, voilà un peu le résumé rapide des enjeux présentés par des droits de douane imposés par les Américains et la réponse juridique internationale du Canada qui est possible. OK. Est-ce que traditionnellement, les Américains respectent les décisions
soit de l'OMC, soit de l'accord de libre-échange. J'imagine qu'il y a eu des contestations dans les différents accords de libre-échange qu'on a signés avec les Américains et on a une jurisprudence là-dessus sur le respect ou non de ces processus. Mais en principe, oui. En OK. principe, ils ne sont pas toujours contents, comme la façon dont ils interprètent les dispositions en matière de dumping. Et, et c'est surtout dans ce domaine-là que les Américains perdent. Euh, OK. on a vu aussi à quel point toute la notion de dumping est importante. Là, on a un mécanisme différent dans le cadre de l'ACO. Et puis, pour les autres, souvent, les Américains gagnent. Donc, ils arrivent à justifier. Et là, Mhm. ici, ils ont vraiment mis l'énergie pour essayer de trouver les arguments pour pouvoir avoir au moins des arguments s'ils se présentaient. Mais en principe, un pays gagne. Euh, Ouais. en principe, les Américains respectent comme les autres Respect. pays. Mais là, on est Ouais. dans une espèce de nouvelle ère. Mais tu mentionnais tout à l'heure que l'organe d'appel n'a plus de juge. Ouais, Or, c'est pas la faute seulement de Trump. Est-ce que Biden n'a pas bloqué ce mécanisme d'appel exact, aussi en nommant pas de juge? exact. Parce Non, ça que fait. c'est une façon détournée de ne pas respecter la première décision, quoi. C'est une façon détournée de ne pas, d'affaiblir le mécanisme OK. international. Ça OK. dure depuis combien de temps que les Depuis, États-Unis, en tout cas, évitent de nommer des juges à à cette cour d'appel-là? C'est depuis combien de ben, temps? ça fait, ouais, c'est ça. Ça fait plusieurs années parce que ils ont commencé, puis tranquillement, ils étaient rendus à trois juges, puis après ça, il y a deux juges, puis là, après ça, il n'y a plus de juges, puis Hmm. donc c'est des mandats pour une certaine durée. Alors, Ouais. en parallèle, il y a des États comme le Canada et la Chine et l'Union européenne qui ont convenu d'un mécanisme temporaire euh, et qui fonctionne. Donc, si, par exemple, le Canada adopte une mesure et que la Chine poursuit le Canada en disant que c'est contraire aux règles de l'OMC, il y a un mécanisme euh, provisoire qui permet à la Chine ou au Canada d'aller en appel et d'avoir une décision finale qui devient obligatoire et s'impose aux parties. OK. Mais pas dans le cas d'un rapport Canada-États-Unis. Non, parce que les États-Unis ont refusé d'adhérer à ce Voilà. mécanisme temporaire. OK. Donc, Ouais. il verrouille le système de l'OMC alors. Ils verrouillent le système parce qu'ils critiquent. Ils OK. critiquent le système et l'organe d'appel. Ils trouvent qu'ils ont des interprétations auxquelles ils ne sont pas d'accord. Ils trouvent que si ils invoquent la sécurité nationale, on devrait leur dire on n'a pas à avoir un regard objectif à savoir si l'argument est justifié ou pas. Ouais. On devrait dire tu invoques sécurité nationale, alors tu peux adopter les normes, les mesures que tu veux, en Ouais. violation des autres règles. Alors là, finalement, si on accepte ça, ça veut dire qu'on pourrait adopter n'importe quoi, n'importe quand, en invoquant sécurité nationale. Ouais. Ouais, tout à fait. Puis, Jean-François? ouais, est-ce qu'on peut dire qu'historiquement, les Américains ont toujours été un peu mauvais joueurs par rapport Non. à l'OMC? Parce qu'au début des années 2000, il y a eu le grand problème avec le bois d'œuvre. On a l'impression que c'est récurrent à peu près à tous les 5 ans, il y a toujours une guerre commerciale. Donc, il semblerait que les Américains, d'un certain côté, parlent du libre-échange, que c'est quelque chose d'important, mais pas si ça s'applique à eux de façon négative. Puis lorsque c'est le cas, ils utilisent tous les moyens possibles dans le textbook pour pouvoir retarder le plus possible les décisions. Mais le volume d'échange est très vaste. Donc là, vous identifiez le bois d'œuvre. Donc le bois d'œuvre, c'est spécifique. Mais en principe, Ouais. tout circule entre nos frontières et il n'y a pas Ouais. de mesures protectionnistes particulières. Donc, ils regardent les différents traités. Il ne faut pas oublier que c'est eux qui étaient à la table de négociation en 1947. C'est eux qui étaient à la table de négociation en 1994. C'est eux qui sont à la table de négociation. C'est un système qui est là qui a été conçu par les Américains
aussi pour les Américains, ça leur permettait, parce que lorsqu'on accepte des règles internationales, d'accord, on laisse rentrer les produits, mais aussi on a accès au marché étranger. Donc, Mhm. ils ont pris appui sur cette entente-là pour exporter. Et, euh, et donc, c'est à leur avantage. Là, on est dans un nouveau paradigme et on voit qu'il y a ce désir de vouloir bouleverser. Ça fait longtemps qu'on se plaint de la question de sécurité nationale, que ça devrait être une exception euh, subjective. Et il y a des résistances, mais il y a d'autres pays qui, euh, qui, qui jouent le jeu à leur façon. Et l'Inde, par exemple, bloque souvent la prise de décision dans le cadre de l'OMC. Alors, il y a d'autres Ouais. pays qui... Mais pour les juges, ça, c'est vraiment le dessin américain. Américain. Mhm. Est-ce que lorsqu'on parle d'exception, la santé publique, la sécurité nationale, oui, surtout la sécurité nationale a toujours une part de subjectivité de la part des États, mais est-ce qu'il y a des critères plus ou moins objectifs qui permettent d'évaluer si effectivement c'est une question de santé publique ou de sécurité nationale ou on est plus dans le domaine du subjectif? Où est-ce qu'on se Alors, situe précisément? OK. Les groupes spéciaux, 4 groupes spéciaux précédents ont statué sur la question, puis ont dit euh, que le fait d'avoir invoqué la sécurité nationale n'était pas justifié parce que normalement, la mesure avait été imposée, n'a pas été imposée en temps de guerre ou d'autres urgences dans les relations internationales. Donc, ils ont appliqué un jugement très objectif à la situation, puis est-ce que c'est sécurité nationale au niveau international ou pas? Et ils ont dit non, pour imposer des droits de douane contre la Chine ou d'autres pays, il n'était pas justifié. Donc, ils ont donné une interprétation objective de la sécurité nationale, OK, ce qui évidemment ne plaisait pas aux Américains. Mhm. OK. Mais est-ce que la sécurité nationale ne pourrait pas inclure l'ingérence dans les élections ou dans les processus politiques internes? Parce que des guerres, il y en a quelques-unes en Afrique, au Proche-Orient, en Ukraine. On peut toujours invoquer ça, mais visiblement, ça ne nous touche pas directement, en tout cas. Mais l'ingérence étrangère, la manipulation électorale, etc., ben, ça peut être considéré comme une atteinte à la sécurité nationale, non? Oui, mais ingérence, c'est de l'ingérence. Euh, Bloquer l'entrée de produits, est-ce que ça va vraiment Oui, avoir un lien avec l'ingérence? non, pas nécessairement. Parce que c'est un, il faut savoir que ces règles commerciales internationales, les gens, ils travaillent très fort à adopter des disciplines. Donc, lorsqu'ils arrivent à l'article 24 puis l'article 25, donc c'est à la fin, mais ils veulent restreindre au maximum les exceptions. Et les exceptions de ces textes-là ont été reprises aussi dans l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Elles n'ont pas bougé depuis 1947. Donc, elles sont Mhm. restées sur le Ah coup. oui. Mm. Puis pour la santé publique, j'imagine que ce sera un cas de pandémie ou quelque chose d'assez grave, comme Euh, une guerre, comme une guerre entre deux États. non, non, L'équivalent. non, non. Sécurité publique, c'est sécurité publique. Comme par exemple, on a eu ce dossier-là entre le Canada et l'Union européenne. L'Union européenne a dit, moi, je ne veux pas de l'amiante canadien, Ah oui. Mhm. raison de sécurité publique. Donc là, euh, en première instance, ils ont gagné. On a reconnu que c'était pour sécurité publique. Puis, en appel, ils ont trouvé un autre argument pour permettre à l'Union européenne d'interdire l'importation d'amiante. OK. Mhm. Donc, si c'est Ça, scientifiquement prouvé qu'un produit X ou Y cause effectivement un danger à la santé des gens, ça rentre dans la catégorie des exceptions. j'avais été impliqué dans ce dossier-là et justement, les raisons scientifiques ont vraiment primé. Ils avaient engagé, le groupe, les arbitres, avaient 5 questions qu'ils posaient à des experts. Et juste la nomination des experts a pris quelques mois pour identifier. Et quand les experts ont donné leur rapport, puis qu'ils ont dit que la santé, l'amiante était cancérigène et que c'était difficile d'avoir une utilisation sécuritaire de l'amiante, mais ils avaient
les éléments scientifiques qui les ont amenés à dire, écoute, la mesure est justifiée pour OK. des raisons de sécurité publique parce que c'est cancérigène. OK. OK. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter autre chose, Bernard. Je vais ajouter un élément. OK. C'est important pour le Canada de rester attaché aux institutions internationales. OK. Dans le dossier, j'ai deux articles dans le Corim. Le précédent, lui, portait sur l'imposition par le Canada de droits de douane contre la Chine. Et là, il était entraîné par les Américains à adopter une mesure qui était contraire aux règles de l'OMC. Et, ça ternit un peu la posture du Canada, Ah quand oui. traditionnellement, le Canada a toujours respecté, ou en tout cas a toujours été un défenseur de l'ordre commercial international. Et compte tenu de notre force moyenne, on a besoin du droit pour nous protéger. Donc, c'est important que le Canada, même si ça donne une décision qui va aller en appel et qui sera peut-être jamais entendue, mais au moins dans le message public, le Canada a s'est posé en défenseur de l'ordre international, a voulu exercer ses droits et a obtenu une décision d'un groupe spécial qui lui dit que le Canada a raison de contester et a raison aussi et qui donne raison au Canada et qui Mhm. explique aux Américains qu'ils ont tort au niveau juridique. Parce que les Américains, ils ont leur président, mais en dessous de ça, il y a une administration qui euh, opèrent dans un cadre juridique. Là. Ils ne sont pas complètement Ah à oui. l'extérieur du cadre juridique. OK. Donc, c'est important que le Canada prenne les moyens, justement, pour faire appliquer le droit, même si euh, on peut pas envoyer un huissier, Non. euh, mais c'est pas grave. Le message est très, très Oui, important oui, oui. en termes du Canada. OK, ben écoute, OK. merci. C'était très intéressant. Oui, Alors, merci beaucoup. Donc, ben, écoutez, chers auditeurs, on va se revoir la semaine prochaine pour le 25e épisode. Donc, écoutez, d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, puis ça sera au plaisir de vous revoir, même si c'est de façon virtuelle. Allez, bonne semaine.